Et bonjour tout le monde. Bonsoir Coucou à Albatanor. tous. Coucou Tam, comment vas-tu? Enfin, bonsoir, bonsoir parce que pour moi c'est le soir, mais bonjour, bonjour tout le monde, bonjour Paris, bonjour la France, bonjour Tam. Comment allez-vous tous? Ça va très bien. Je fais cette émission en direct de Tokyo. En l'occurrence, il est 21h33 ici et je suis à mon hôtel sous la climatisation. Voilà, je rentre d'une journée à Harajuku où je me suis baladé dans une tenue des plus développées pour essayer d'être vu dans le quartier des fashion. Et je n'ai même pas eu le temps de passer juste avant au combini justement pour Ah, faire des emplettes et avoir de quoi boire et manger durant l'émission, et sachant que j'ai pas eu le temps vraiment de manger aujourd'hui. Mais j'ai pu faire quand même un sacré paquet de tours à différents combini, donc je peux parler des différentes comment dire grandes enseignes des combini japonais, et des différences, et je peux même faire vous faire une tier list peut-être si vous voulez, pour des petits conseils si vous devez aller au Japon bientôt, quoi acheter où. C'est bon, en une semaine j'ai eu le temps de faire un petit benchmark comme on dirait aujourd'hui dans la France de Macron. peut-être avant de nous lancer, je rappelle mes deux petits projets et voir s'il y a des Mhm, gens qui sont intéressés. J'aimerais profiter de l'été pour organiser un nouveau format qui inclurait du Pomodoro, donc des temps de lecture ensemble et des temps d'échange ensemble en arpentage littéraire. Et donc, l'objectif, ça serait qu'en fait, on lise le même livre, parce que l'arpentage littéraire, c'est une technique de l'éducation populaire qui a été très diffusée dans le monde ouvrier à partir du 19e siècle, qui est on prend un bouquin, on se le divise physiquement, et moi j'ai une solution pour que ce soit numérique, mais de base c'est physiquement, on se le découpe, donc il y a aussi un côté remise en question de l'objet un peu sacralisé du livre, qu'on a beaucoup en France. Et mhm. chacun en lit une lecture, puis fait le compte-rendu de ce qu'il a compris à ses camarades. Et donc, du coup, en une session lecture, le bouquin entier a été lu, mais par différents points de vue et différents comptes rendus. À la session de juillet, on choisit le bouquin et je propose différentes dates pour commencer en septembre, avec pour objectif, Mhm. idéalement, d'en faire un par trimestre, donc d'en faire trois quatre dans l'année. Donc il y a ça et autre chose, parce que j'ai un peu réfléchi, on est assez... Enfin, la dernière fois qu'on a fait un live d'un pavé dans la mare, pas les Annales Lacustres, mais un pavé dans la mare, il y avait en moyenne 10 spectateurs et c'était super chouette. Ça fait un bon Mhm. groupe pour un club de lecture, mais tout le monde n'a pas forcément le temps d'écrire dans le chat. Donc ça fait encore beaucoup. Albatanor et moi, on parle et les autres écoutent. Et ceux qui ont le temps, ils peuvent interagir, mais ils peuvent pas nécessairement dire tout ce qu'ils ont à dire. Et notamment, si finalement ils peuvent pas être là pendant le live, ils ont lu sans pouvoir non plus partager leur opinion. Et donc, je pense prendre Mhm. sur mon temps de congé pour que ce soit un peu plus ouvert à la discussion avec vraiment tout le monde, pour faire un Discord. Oui, Oh. oui, oui, oui. Mais ça, Eh c'est ben, le début de congé où on se dit je vais faire 300 000 oui. trucs et au final on ne fait pas tout, mais c'est C'est pas ce que grave. j'allais dire. La Mais grande j'ai, ordonnatrice des bases œuvres. oui, mais j'ai déjà bien réfléchi, j'ai déjà des idées de salon et ça permettrait, vu qu'en fait nous on est des pipelettes et on veut utiliser Twitch pour dire bah voilà, on peut parler livre et on peut mettre 1 heure sur un seul bouquin et pas juste dire tiens je lis ça en ce moment, j'aime, j'aime pas, allez on lit ensemble. Aussi avoir vraiment un vrai temps d'échange pour que les personnes qui soient intéressées soient pas trop frustrées en mode c'est bien pour les deux qui parlent, mais nous on peut pas tant Ah oui, dire, voilà. entièrement, Donc, entièrement d'accord. l'objectif, ça serait en août ou septembre, plutôt septembre logiquement vu mon temps, ça serait Mhm. que le Discord soit fonctionnel et qu'on vous donne le lien et que du coup pour la nouvelle saison, on va dire, pour la rentrée littéraire, quoi, il y a un espace où chacun puisse davantage développer ses points de vue et où nous deux, on serait un peu moins bavards. L'objectif, ça Oui, serait ça. entièrement, tout à fait d'accord. Voilà, Sayaka Murata, donc elle est japonaise, elle est née en 1979. J'ai compris que c'était son premier roman.
au Japon et que ça avait été un gros succès. Elle a reçu plusieurs prix, dont un prix assez prestigieux qui est le prix Akutagawa. Et Ouais. son roman est inspiré au moins pour le décor Mmh. de sa vie, puisque elle-même, en fait, au moment où elle a écrit ce roman-là, elle travaillait dans un combini. Et Et je dirais même plus, je crois qu'elle y est retournée travailler après. en fait, elle a écrit le bouquin, il est sorti, elle y travaillait, elle a continué d'y Mmh, travailler et elle a mis un certain temps pour arrêter mmh, mmh, et, pardon. euh, Mmh. et devenir autrice à temps plein. Sa première traduction en France, c'est La fille de la supérette. Et que Ouais. moi, en cherchant un peu sur l'autrice, j'ai lu quelques critiques de lecteurs euh, Mmh. qui sont comme nous, hein, de simples lecteurs, comme quoi peut-être que dans la traduction, il y avait un petit souci de temps, de tempo, pardon, parce que apparemment dans ce qui a été beaucoup aimé pour ce bouquin au Japon, c'est notamment le rythme de l'écriture. Mmh. Et il y en a qui disaient, bah, ça, on ne le ressent pas du tout dans la traduction française. Pardon. Sachant que dans le bouquin, il y a de rares euh, notes de bas de page qui sont spécifiées comme étant de la traductrice. Et en fait, franchement, c'est des notes de bas de page de mots qui ont été choisis pour ne pas être traduits, justement. C'est pas des notes Mmh. de bas de page qui expliquent pourquoi ça a été traduit de cette manière. En fait, c'est plus pour nous dire, bon, bah là, par exemple, le festival de l'Aubonne, je sais pas si je le dis bien, on nous dit c'est un festival bouddhiste. Voilà, c'est ce genre de notes de bas de page. C'est pas des notes de bas de page qui éclairent un peu les choix de traduction. Et si quelqu'un veut savoir qui est la traductrice, c'est Mathilde Tamae Bouon. Voilà en ce qui concerne l'autrice très rapidement, hein, moi je trouve que ça se ressent dans son bouquin, qu'elle maîtrise l'environnement et, Mmh. et qu'elle l'aime. Alors, Hem, oui, le combini, effectivement, je parle ah du oui, oui, combini. oui. Alors d'ailleurs, oui, autant le dire tout de suite, c'est que voilà, le titre original, c'est Combini et pour ceux qui ne sauraient peut-être pas, heu, Combini, c'est une enfin pas une apocope, mais c'est enfin une recréation de mots réduit, pour convenient store et donc c'est le terme générique pour dire effectivement supérette. Et donc effectivement, ça c'est le lieu, on va dire, c'est le cadre de l'espace-temps de tout le roman ou presque, avec son appartement à elle. Et effectivement, on voit qu'elle l'aime beaucoup et qu'elle le décrit très, très bien et heu et elle arrive, je pense, à le transmettre très bien à la description, même pour des gens qui ne sont pas allés au Japon et qui ne sont pas allés dans un combini ou qui voilà, qui n'ont pas conscience, même qui n'ont pas d'image mentale potentiellement ou même de son ou de couleur ou d'image ou d'odeur potentiellement de ces lieux-là. Elle le fait effectivement très, très bien. Ouais. Et elle le rend sympathique parce que on peut en avoir une image ou en tout cas une transposition dans notre culture à nous de voilà, de supérettes ouverts H24 et tout. Et c'est rarement un endroit où on aime aller. Mais c'est un peu comme les images des supermarchés en miniature, mais c'est rarement des lieux qu'on peut trouver sympathiques, quoi. C'est hyper standardisé. Bah, Enfin voilà, c'est des lieux. Moi personnellement, aller faire mes courses n'est pas le meilleur moment de ma semaine. Et du coup, j'ai beaucoup aimé ce point de vue très positif sur le combini. De la part de la narratrice, et on comprend que l'autrice aime les combini aussi. Moi, j'ai trouvé ça assez bien transcrit parce qu'effectivement, à la fin, c'est l'endroit où on se sent le mieux de exactement, tous ouais. les autres lieux proposés dans le roman. C'est vraiment l'endroit où on se dit, bon, bah là, au moins, on n'est pas trop mal, quoi. Ouais, c'est un peu genre valeur sûre. Il y a un côté valeur sûre de on connaît, on est venu, on sait ce qu'on va y trouver
et on y revient avec plaisir par tous les chemins d'une certaine façon. Mais en même temps, en fait, c'est parce que aussi, je trouve ça assez intéressant dans le roman, même si c'est pas forcément dit, parce que la narratrice n'en a peut-être pas complètement conscience ou veut un peu l'occulter ou en prend conscience doucement. C'est que ça se veut être un lieu construit comme ça aussi, en fait. Parce que l'intérêt, c'est que justement, le service client japonais, le service client spécifiquement pour les commerces de bouche, et un commerce de bouche qui est H24, donc qui est vraiment convenient, tu vois. Oui. C'est vraiment l'intérêt de que on veuille y retourner pour tout et n'importe quoi, et surtout bah, parce qu'on en a besoin, et que tu vois, c'est quelque chose d'important, que on puisse avoir à manger, qu'on puisse avoir facilement trouver les choses très rapidement, et que ce soit agréable. Donc tu vois, il y a un truc de elle le ressent comme ça, et on comprend que pour elle, pour ce qu'elle est, dans sa différence, dans ses différences et tout, c'est un lieu incroyable. Mais en même temps, tu as toujours en parallèle quand même, moi j'ai toujours le truc du côté de, elle sait que c'est standardisé, que c'est une construction sociale aussi, et que c'est une construction un peu capitaliste aussi et tout ça. Ah oui, Et donc c'est... je trouve qu'elle a, elle met en tension ça de manière extrêmement, de manière très succincte, en plus parce que le roman est très court, et c'est quand même, c'est vraiment, elle dit les choses en très peu de mots encore, mais tu as toujours cette tension entre les deux, entre l'extérieur et l'intérieur, entre elle et entre ce qu'il faudrait penser de cet endroit, des gens qui y travaillent et tout, et de réalité sociale. Et en même temps, enfin voilà, c'est hyper intéressant à ce niveau-là, et de se dire qu'aussi tu as la tension entre le fait de travailler dans un combini et le fait juste d'avoir accès au combini, ce qui n'a rien à voir non plus, parce qu'effectivement, en tant que client, c'est trop bien. En tant que travailleur, c'est pas drôle du tout, vraiment pas. Et je trouve qu'elle fait ça très très bien, effectivement. Et donc, moi, à la fin, j'étais toujours là, genre, oui, ça a l'air très bien d'y être pour elle et en soi. Et en même temps, il y a toujours le petit doute de est-ce qu'en fait, ça reste pas un piège et elle n'arrive pas encore à vouloir complètement en prendre conscience, ou est-ce qu'elle a envie d'en prendre conscience, en fait, tout Hmm. simplement. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'est pas du tout traité en mode critique de la société de consommation, Pas du tout. de la standardisation, etc. En fait, c'est traité comme, comme c'est un monde dans lequel les repères ne bougent pas et sont Mm, explicités, bah, pour la narratrice, c'est un monde un peu refuge parce que bah, elle, sans l'explicitation des mhm, codes, elle n'est pas, elle est pas sociale, quoi. Elle n'arrive pas à mm. s'intégrer. Donc ouais, c'est bien. Là-dessus, c'est intéressant. Et bon, on arrive au sujet, pour moi, principal, parce que le Combini, c'est vraiment le lieu central. Mais pour moi, le sujet principal, c'est que c'est une autrice qui, du coup, met en scène des personnages qui sont atteints de troubles mentaux. En tout cas, la Mhm. narratrice et au moins un autre personnage. Et en fait, ça, c'est quand même assez rare. Ça se fait de plus en plus, hein, mais quand même, c'est pas non plus courant dans la littérature d'avoir en narrateur un personnage bah, qui est pas dans la norme d'un point de vue santé mentale. Euh, Et qui et, le sait, surtout, en et plus. qui le... Oui, Et qui en a conscience, et en fait, qui y réfléchit. et c'est Parce que ça. des personnages avec des problèmes, il y en a beaucoup. C'est juste que ou l'auteur veut pas le dire, ou l'auteur veut pas le mettre en avant, ou l'auteur ne le Oui, comprend pas, oui, et donc les voilà. personnages non plus. Là, en Là, en fait, fait, c'est c'est un c'est personnage qui est explicite. construit pour ça. Et c'est le sujet Exactement. principal. Euh, Ouais, tout à fait. donc ça, c'est, moi, je trouve ça bien de mettre en scène ce genre de personnage-là, de essayer de transcrire ses réflexions. Et du coup, en tant que lecteur qui n'est pas forcément atteint du même trouble, ça peut être compliqué d'émettre un jugement sur ces réflexions-là, puisque on- dès le début, on sait qu'elles vont être dans l'altérité. Et du coup, moi, ça m'a posé la question de à quel point elle a fait des recherches ou pas pour, euh, pour construire son personnage. Mais il y a moyen qu'il y ait un peu d'elle, peut-être, juste de manière un peu peut-être extrapolée. Mm. Et en réalité, peut-être que enfin, peut-être qu'elle s'est dit c'est plus simple de mettre un personnage qui s'avoue tout de suite, entre guillemets. Et encore, c'est dit sans être dit, en fait, elle a pas eu enfin, dans mon souvenir, il n'y a pas un moment au début où vraiment des médecins disent à ses parents qu'elle a des problèmes. C'est juste que ses parents savent qu'elle a des problèmes globalement, et veulent essayer de la remettre un petit peu dans le droit chemin de la société. Mais donc, possiblement, c'est peut-être
je sais pas, un sentiment qu'elle a pu avoir à un moment de sa vie aussi, juste lié à des événements spécifiques, mais qui la définissent peut-être pas sur l'entièreté de son existence à l'autrice. Elle a peut-être extrapolé un petit peu plus pour essayer de tirer la chose et le mettre, à l'ordre, on va dire, de l'existence totale d'un personnage, en tout cas. Donc je sais pas si elle a fait des recherches beaucoup ou pas. Je pense quand même Voilà, il y a une certaine maîtrise parce il y a des auteurs comme ça qui disent tiens, je vais prendre quelqu'un atteint de ouais, troubles mentaux, mais qui vont pas chercher à, comment dire, à correspondre à un trouble qui serait étiqueté. Et là, vraiment, quand on ouais, lit, sans être médecin du tout, je pense qu'on a tous une idée assez précise des difficultés de cette narratrice. oui. Disons que Enfin, certains mots galvaudés peut-être, mais certains mots nous viennent en tête, effectivement. c'est ça. Alors, je sais pas si tu veux dire, toi, quel mot t'est venu en tête si tu devais définir et mettre dans une case Bah, cette narratrice. tu peux imaginer, déjà un spectre un peu autistique, mais bon, c'est tellement vague et large et je suis pas médecin non plus, mais Hmm. forcément, c'est un peu les premiers trucs qui viennent à l'esprit. Après, tu peux aussi imaginer qu'il y a peut-être des traumas qui viennent. Moi, j'ai un peu pensé à ça aussi, ou même si c'est pas explicité, tu peux imaginer qu'elle a vécu des trucs spécifiquement et que ça se enfin, on va dire ça elle, les symptômes, en fait, sont visibles sans être visibles, sur la suite de sa vie, sur comment elle interagit avec les gens. Disons que ça m'a traversé l'esprit. Et en même temps, il y a parfois, elle a des réactions qui sont tellement genre, t'es là, genre, Queen, en fait, enfin, genre, elle a du répondant, et en réalité, on va dire, sa façon de voir les choses qui est un peu différente, peut-être, que les Japonais en général autour d'elle, ou du moins les humains au quotidien qui veulent faire société, bah, font que elle en a conscience, elle en joue un peu quand même, en fait, aussi. Donc, c'est difficile de juger parce qu'il y a des moments où tu pensais à quelque chose et finalement, 2 pages après, elle te sort un truc où tu te dis, genre, non, mais alors, donc, non, a priori, ça peut pas être ça parce que là, clairement, elle n'est pas dans une situation où elle, normalement, je sais pas, on pourrait s'attendre à ce qu'elle réagisse de cette façon-là. Hmm. Donc, je la trouve assez, enfin, la protagoniste, je la trouve assez, bah, assez surprenante. Donc, j'ai eu du mal à m'attacher spécifiquement peut-être à une fiche personnage que je me ferais ou à une Hmm. projection en tout cas spécifique, parce qu'elle est assez surprenante d'une page sur l'autre dans Ouais, ses réactions avec certaines personnes quand même. bah moi c'est marrant, j'ai pas pensé aux troubles autistiques et au spectre, même Asperger, alors qu'il y a un côté où si on m'explicite les codes, je les intègre très bien et je les refais très bien, qui pourrait nous faire penser, Mhm, en étant peu connaisseurs, aux clichés qu'on a des personnes qui seraient Asperger. Moi, franchement, ouais. pour moi, mais je n'y connais rien, mais tel que j'ai intégré ce personnage dans ma lecture, en fait, assez vite, moi, ce qui m'a le plus attachée quand je la lisais, c'était ce côté très rationnel, sans émotion, notamment en termes Hmm, d'empathie. Tu vois, quand elle dit ouais. bah, j'ai une solution pour que le bébé arrête de pleurer, il y a un couteau sur la table. Oui. J'ai Oui, oui. parfaitement conscience que ça ne se fait pas, mais ça serait la solution la plus rationnelle. Le côté faut les séparer, bon bah je leur fous un gros coup sur la tête. Donc voilà, il y a moi personnellement, si j'avais dû mettre un mot, et je sais que quand je l'ai lu, j'ai mis ce mot parce que Mhm. je fais comme les trois quarts des humains, je mets des étiquettes, ce n'est pas bien, mais même en tant que lecteur, des fois on le fait. Moi, je me suis Mhm. plus dit qu'elle appartenait au groupe qu'on dirait sociopathe. Bah, c'est l'imaginaire qu'on en a aussi, mais c'est Ouais. vrai que, en fait, c'est les deux seules, enfin, c'est les deux seules occurrences où c'est vraiment violent et c'est dit vraiment, ça sort d'un coup, Bah, il ce y a genre de aussi pensée un peu. tout son rapport au personnage de, et il faut pas que je me trompe de prénom, je me trompe toujours des prénoms, ça y est, je sais plus. Comment il s'appelle? Attends, j'ai préparé pour ne pas. Shira. Mhm. Justement, le fait qu'elle ne se mette pas en colère, en fait, quand elle fait une émotion sociale, c'est parce qu'elle fait du mimétisme, et que lui, il peut lui dire des trucs qu'elle sait que c'est faux, qu'elle sait que c'est des préjugés et tout, mais en fait, elle, ça va rien toucher en elle, même s'il lui dit à elle, t'es moche, etc. Pour moi, ça fait partie aussi de ça. En fait, elle va pas avoir. Hmm. Ouais, mais Euh, enfin, ouais, oui, 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 non, je vois ta grille de lecture. Mais après, c'est que dans ces cas-là, je me dis, genre, ça, pour moi, tout le monde le fait un peu, peut-être, enfin, ou à certains moments, et même des pensées intrusives, un peu comme ça, un peu brutales. Je pense que beaucoup de gens en ont. Enfin, du moins,
enfin, je me suis rarement dit: «Un bébé qui pleure et effectivement, je suis à côté d'un couteau, ça pourrait régler l'affaire». Mais des pensées un peu comme ça improbables, je pense que plein de gens en ont, donc effectivement, dans un cadre littéraire aussi court en plus et dans ce cadre-là, tu peux forcément t'attacher surtout à ça, mais ça me en encore une fois, vu que c'était très ponctuel et il y a plein d'autres réactions qui sont très, très différentes d'un coup, Ouais, mais que, elle est jamais dans l'émotion, en ça m'a un peu fait. perdu. Tu vois, elle voit sa Oui, sœur oui, pleurer, c'est elle va ouais, c'est manger un vrai, ouais, c'est coup, vrai. en se disant: «Mince, elle pleure», mais elle n'a pas l'émotion. Moi, ce qui m'a le plus, Ouais. attachée dans sa différence, c'est qu'elle n'a pas l'émotion. Voilà. Et du coup, dans ma tête, je me suis dit: «Bon, peut-être que, l'autrice, si elle a fait des recherches, elle a fait aussi des recherches là-dessus». Mmh. Après, l'autrice ne lui donne à aucun moment une étiquette, et je pense Ouais, que ça aurait été exactement. contre-productif, pour son propos. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'en tant que lecteur, nous-mêmes, on ne peut pas s'en empêcher d'en mettre. Et moi, j'avoue que je suis tombée dans cette case-là, tout en m'interdisant pas le fait qu'elle soit autre chose ou elle soit rien, dans le sens où c'est pas un cas Mmh. clinique, quoi. Mais voilà, j'avoue que je l'ai un peu lu comme ça, et ça m'a influencé dans ce que je pense en tant que lectrice de sa relation à Shira. Je le dis bien? Mmh. Oui, je mets le i Oui, où je il pense que faut, c'est comme c'est ça. ça? Oui, j'ai mis le i où il faut, très bien. Ashira. Et du coup, parce que quand même, je pense que le passage, ce contact-là avec Shira, et qui lui-même apporte certaines problématiques sociales, bah, en fait, si on oublie qu'on est du point de vue d'une personne différente, qui n'a pas forcément les codes, qui a pas forcément les émotions non plus, bah, ça peut être très vite interprété comme waouh, mais ça banalise un comportement prédateur hyper problématique. Et en fait, quand. Alors oui. Voilà, c'est Oui, non, ça. vas-y, oui, je pense qu'on va être d'accord, vas-y, continue. Mais en fait, quand tu. Quand t'as- quand t'oublies pas que t'es du point de vue d'une narratrice qui elle-même n'est pas dans la norme et n'a pas les émotions et tout, et qui elle, en fait, cherche juste à ce qu'on lui foute la paix quand même, euh, je trouve ça un peu plus. Enfin, c'est pas une critique que je ferais. Je pense que c'est une critique qui peut revenir, mais moi, c'est pas une critique que je ferais. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Non, je suis d'accord parce qu'en fait, on comprend bien déjà enfin, encore une fois, voilà, c'est à la première personne, on comprend tout de suite que le personnage est un peu particulier et en fait, on comprend tout de suite ses ambitions qui globalement ont effectivement d'être peinardes et en fait, donc que ses actions puissent être globalement interprétées pas comme top top, en tant que personnage dans la diégèse ou en tant que, personnage lu, heu, je pense qu'on comprend tout à fait qu'effectivement enfin, rien ne va. Oui, Franchement, rien ne va. Mais, en réalité, moi, je l'ai un peu enfin, c'est un point que j'avais mis un plutôt à la fin, mais j'ai presque l'impression que c'est un peu un récit de rébellion, en fait, aussi. Genre, j'ai envie de suivre les codes, d'être dedans, mais en même temps, j'ai envie de faire ce que je veux pour être tranquille. Comment je peux être dans un entre-deux potentiel pour ça? Bah, parfois, bah, ça va être, effectivement, cautionner des comportements qui sont pas top parce que, encore une fois, enfin, le roman tourne autour aussi quand même d'un marché que les 2 personnages font entre eux. On sait que ça va pas aller dans le bon sens, que ça va pas fonctionner, mais en réalité, il est censé servir leurs intérêts à eux 2 et pour convenir à l'image sociale, même si, quand c'est donc, une représentation, de voilà et pas dans la vraie vie, bah, effectivement, c'est pas un modèle à suivre, quoi, mais honnêtement, c'est assez clair. Moi, je trouve qu'on sait que ça va se casser la gueule, on espère juste qu'il va rien se passer de mal, en fait, mais donc non, ça m'a pas, mais bon, je peux l'entendre qu'on le lise autrement et qu'on se dise un peu on reste un peu sur sa réserve en disant: «Bah, enfin, non, je suis un peu déçu» ou je sais pas, mais j'ai pas trouvé ça inintéressant justement que ce soit un peu une situation nulle, qui donne sur un résultat nul, mais qui était prévu possiblement comme nul aussi et c'est pas grave en fait. Parce que je sais pas, pour le temps que ça a duré, bon bah, ça a peut-être fonctionné pour eux ou juste du moins ils ont appris des choses, enfin surtout elle, plus que lui a priori. Mais voilà, donc je trouvais ça plutôt intéressant. C'est une forme de ouais, de roman du quotidien et d'une situation banale, mais qui reste quand même donc intéressante à pas mal d'égards, quand on va un peu plus loin dans la lecture, quoi. Elle arrive à rendre ça intéressant parce qu'on se dit: «Merde, il peut peut-être se passer un truc», donc on est un petit peu quand même il y a un peu de une forme de suspense potentiellement et si on ressent pas ça, du moins, je trouve qu'elle rend assez intéressant le fait de, bah, parfois faire des trucs pas ouf, mais c'est pas grave, c'est quand même une histoire, c'est quand même quelque chose pour lequel on va apprendre quelque chose ou sur soi-même ou du moins permettre à des gens d'apprendre quelque chose ou ressentir des choses. Donc je trouvais que c'était une qualité en tout cas dans l'écriture de l'autrice. mm.
Voilà. C'est vrai que donc toute la question de, cette narratrice, est-ce qu'elle aurait un trouble ou quoi, c'est moi qui l'ai soulevé et le but était pas de mettre une étiquette, mais moi-même Oui, en oui, tant que voilà. lectrice, je me suis rendu compte que je passais par, ce système d'étiquette qui est, problématique, qui est le point de vue de quelqu'un qui est considéré comme dans la norme sur quelqu'un qui est considéré comme hors norme, donc qui fait partie d'un rapport de domination problématique, j'en ai tout à fait conscience. Mais je me suis rendu compte en tant que lectrice que c'est pas que je me suis dit: «Ah, qu'est-ce qu'elle est? Tiens, je vais essayer de la diagnostiquer», j'ai quand même l'intelligence, j'espère, de savoir que je ne sais pas et que ce n'est pas, intéressant, au moins pour, cette lecture, et ce que veut dire cette autrice. Mais j'avoue quand même qu'à un moment donné, pour, comme tu dis, ne pas être sans cesse surpris, je suis passée par ce système-là. Mais en le faisant, je me suis demandé, si, les autres lecteurs étaient passés par par ce prisme-là ou pas, ou si on peut le lire vraiment en se Oui, oui, laissant oui. Oui, porter. oui. Voilà. On est on est fondamentalement psychophobe, hein, parce qu'on est Oui, conditionné pour l'être justement. Donc c'est pour ça que je trouve ce roman assez intéressant parce complètement. qu'il questionne aussi un petit peu ça et je pense qu'il questionne aussi donc justement en tant que lecteur et sans que ce soit forcément un leitmotiv, tu vois? Mais juste, parce que par l'expérience de lecture et par l'expérience culturelle qu'on a, en soi de plein de personnages différents, dont des personnages qui sont parfois un peu bizarres pour nous, en fait. Mmh. Et en fait, qui sont pas bizarres, mais juste qu'on nous dit qu'il faut les considérer un peu comme bizarres et que si on n'a pas l'habitude de voir des gens avoir des réactions comme ça, et surtout on peut pas savoir comment ils pensent, Ouais, évidemment que ça paraît un peu étrange au départ, en tout cas. ouais. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de rentrer dans leur conception des choses et de se dire, en fait, comme je te disais, moi, des pensées un peu intrusives comme ça, pas aussi violentes, mais je pense qu'on en a tous en réalité. Oui, Sauf que il y a peu de personnages on va écrire ce genre de pensée, même si possiblement ça n'évoque rien ou ça n'a pas forcément d'incidence sur la suite non plus. Il y a aussi ça qui est bien dans le roman, c'est qu'il y a des choses qui peuvent paraître un peu anodins, qui possiblement en fait sont peut-être symboliques, mais en réalité peut-être pas, et c'est pas grave. Et c'est ça que je trouve assez chouette dans ce genre d'écriture. mais c'est vrai que quand tu dis, ça raconte rien de spécial et en même temps, le sujet, bah, il est existentiel, hein. Pour, Ouais, ces tout à 2 fait. personnages-là, en fait, c'est leur vie entière qui est en jeu et donc effectivement, en tant que simple lecteur, bah, oui, elle va travailler toujours au même endroit, en faisant toujours les mêmes choses et tout, donc c'est sûr que c'est pas un roman d'aventure, mais mais l'enjeu, il est existentiel et ça, c'est assez bien fait. Moi, j'avais, sélectionné un tout petit paragraphe qui, j'ai trouvé pourrait être transposé dans plein d'autres, situation et qui du coup fait un peu le lien avec toi qui dit c'est un peu un récit aussi potentiellement de révolte. Donc je me permets, je vais le lire. Donc c'est un tout petit paragraphe, hein. C'est page 57 de l'édition Folio. Les gens perdent tout scrupule devant la singularité, convaincus qu'ils sont en droit d'exiger des explications. Personnellement, je trouve ça pénible et d'une arrogance exaspérante. Au point qu'il m'arrive, comme quand j'étais petite, de vouloir arrêter mon interlocuteur à coups de pelle sur la tête. Ça, je trouve que c'est euh, une Totalement vérité, vrai. voilà, une vérité fondamentale, quelle que soit la différence euh, qu'on porte, quel que soit son degré d'écart par rapport à la norme, c'est complètement vrai. Et moi, il y a des situations que vit la narratrice, que j'ai pu vivre et que je peux encore vivre en tant que femme vieillissante, rien que face au corps médical, tu vois. C'est là-dessus, le propos est complètement vrai. Et ce qui aussi peut peut-être perturber, c'est que la narratrice en a conscience, mais n'est pas du tout dans la remise en cause du modèle. Elle est dans comment faire avec ce modèle en sachant que je n'arrive pas Ouais. à y correspondre. Et je pense que c'est là aussi où peut-être des critiques ont pu se loger et auxquelles je ne ferai pas partie, je pense. C'est, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'enjeu existentiel. Et donc, et c'est aussi un peu au fond, ça peut aussi faire un écho à une grande question qui est, c'est pas parce qu'on a une différence qu'on doit être un héros de cette différence, un héros en mode un porteur d'étendard, tu vois. C'est pas parce que on a une différence qu'on doit avoir l'énergie
de se battre Mmh. au nom de cette différence-là. Et, et Ouais. l'énergie, les codes, la volonté, tout ce que tu veux en fait. Et ça, c'est pas, elle le dit pas clairement, mais je trouve qu'en fait dans son traitement des personnages, notamment, en fait, juste, enfin quand il réfléchit, la narratrice à la fin, elle accepte une situation qui est là de fait depuis 18 ans. Elle accepte de se dire, bah en fait, enfin, mon arrangement avec le système qui est bossé au combini, c'est ce qui me va le mieux. En fait, on revient un peu à la case départ, mais il n'y a aucun personnage qui évolue en fait. Si tu regardes bien, Oui, il y a clairement et en fait, ouais, c'est ça que je trouve bien, c'est que c'est perçu comme retour à la case départ, mais pas pour elle, en fait. Parce qu'elle a une autre vision de la temporalité, de la linéarité et cetera, en réalité et je pense que c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'elle a elle tout le roman sur l'idée de temporalité, de spatialité et cetera, l'idée de cycle. Elle décrit beaucoup ce genre de choses mmh, sur comment on avance dans la vie, est-ce qu'on fait les mêmes choses, sur le fait qu'on répète, on reproduise, que possiblement on a tous, des incidences les uns sur les autres, sur la façon de s'habiller, sur la façon de parler et tout. Qu'en fait, tout le monde fait ça oui, et que juste elle, potentiellement, c'est visible différemment et elle le conscientise différemment. Donc en réalité, c'est le fait qu'elle soit toujours traînante et toujours au combini et toujours à dire la même chose, les mêmes excuses et à vouloir essayer d'en trouver de nouvelles avec sa sœur pour que ça soit plus convenable vu son âge, parce qu'elle vieillit et compagnie. Bah, en réalité, tout le monde fait ça, sauf que c'est pas dans le même contexte, c'est parfois moins visible, parfois c'est juste plus dissimulé sous, le fait de sortir, d'avoir l'air d'aller bien, de mmh, mieux convenir à la société. Mais en réalité, c'est juste que c'est plus difficile dans sa situation mais je pense qu'effectivement, elle pose les yeux sur le fait que tout le monde fait la même chose qu'elle. C'est juste que ça a l'air plus facile pour eux en réalité exactement. et moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai perçu où parfois je me suis enfin, en lisant, je me suis pas dit genre: «Ah, c'est misérabiliste» ou «Oh mon Dieu, la Mmh. pauvre» ou «Oh mon Dieu, quel héros». Juste, c'est une meuf banale comme tout le monde, c'est juste que, pas de peau, c'est plus galère pour elle parce qu'effectivement, elle a besoin de se détacher aussi un peu de tout ça et qu'elle est en plus dans un contexte sociétal, on va dire, enfin, dans son pays qui amène à avoir, d'autant plus d'attentes et encore pour autant, je trouve que c'est pas vraiment un contexte très nippon qui est mis en avant. Ça reste très global, je trouve juste vie moderne, en fait. Oui, Donc c'est ça que je trouvais ça c'est plutôt pas mal. là où on voit vraiment le côté très société japonaise, c'est parce que c'est une société très moderne et très conservatrice, c'est du patriarcat hyper conservateur, mais en fait il y a plein d'autres sociétés qui répondraient à ces Ouais, normes-là. Et effectivement, c'est transposable à beaucoup de milieux sociaux, de beaucoup de pays différents. Simplement là, comme c'est vraiment toute la société qui est globalement conservatrice, on peut être d'un milieu lambda et avoir ces enjeux conservateurs-là, quoi. Mais j'avoue que... mais voilà, donc on a ce contexte-là, je sais pas comment dire, j'avoue que le sujet n'est pas non plus de déconstruire. D'ailleurs, tous ceux qui sont dans la norme et qui l'entourent, euh, au fond, ils l'acceptent dans leur entourage, euh, mais ils déconstruisent rien du tout. Et c'est là où tu dis, c'est un peu frustrant, mais d'un autre côté, c'est pas le propos de l'autrice. euh, c'est qu'on nous critique un modèle, euh, mais l'idée n'est pas non plus de proposer autre chose. L'idée, c'est juste, bah, face à cette pression, à ces injonctions sociales-là, si on est différent, de quoi est-ce qu'on dispose pour avoir une petite marge de liberté, quoi. exactement, c'est exactement ça et c'est presque un petit enfin un petit, comment dire? Pas un fascicule, mais une espèce de petit guide de: «Alors, voici mon expérience de comment je me deal» sans expliquer, avec une fiche personnage précise au départ, comment moi j'ai dealé sur un temps précis, pour, faire au mieux, heu, avec les moyens que j'avais et avec un petit peu les indices que je pouvais avoir autour de moi pour faire au mieux et en comprenant qu'en réalité tout le monde fait la même chose et que possiblement, peut-être que les autres galèrent aussi en fait. Parce qu'elle voit bien que possiblement certaines de ses amies s'ennuient par exemple, même si elles sont plus convenables dans leur mode de vie et j elle a aussi enfin, elle a bien conscience aussi des différents types de genre de vendeurs qu'il y a au combini et donc leurs difficultés de vie potentielles et tout. Enfin, donc ça la sert pour avoir des excuses pour elle, pour comprendre comment ça marche, pour pouvoir s'intégrer. Mais ça lui donne, je pense aussi, je trouve, une certaine visibilité sur pas mal de choses, même si elle les formule pas parfaitement d'ailleurs. Et c'est ça que j'ai trouvé assez fin aussi, c'est que je crois que en réalité, elle a une bien meilleure vision sur pas mal de gens autour d'elle que pas mal de gens autour d'elle ont sur elle. Et
et en même temps, genre, bah, elles sont j'ai l'impression et c'est ça que je trouve assez incroyable parce que pour elles, c'est pas forcément, comment dire? Ça c'est pas révélateur de quoi que ce soit ou du moins ça va elle s'en sert pas, par exemple. Mmh. Donc et en même temps, parfois, elle est vraiment très drôle et à certains moments, elle s'en sert un peu quand elle a du répondant notamment, elle a un peu de répartie et pareil, ça reste très froid et donc ça reste très très spontané et donc enfin, moi, limite, ça m'a fait un peu rire. Après, je fais genre: «En fait, est-ce que c'est censé être drôle? Je ne sais pas». Mmh. Mais j'ai trouvé ça assez fou. Donc ouais, non, le personnage, il est loin d'être enfin, il est banal en étant pas du tout banal en réalité. Il est assez incroyable, mais il est ouais, il est atypique quoi, tout simplement et c'est vrai qu'en première lecture, je peux te dire genre un peu: «OK» et en réalité, en allant un peu en sous-texte, tu plein de couches en fait qui ressortent, j'ai l'impression, en sur certaines scènes ou juste parfois une réplique ou juste un détail. J'ai trouvé une interview d'elle où elle disait qu'elle adorait Poil de carotte, le roman Poil de carotte, Ouais, oui. notamment pour sa réalité qui est extrêmement crue et non et notamment, dans l'aspect assez triste des rapports familiaux, mais donc assez réel, en fait, des rapports familiaux aussi. Et aussi, je sais elle a réussi à apprendre des choses sur elle vis-à-vis de son corps, vis-à-vis de la propriété de son corps, la propriété vis-à-vis des autres et cetera et donc l'idée d'être un objet de désir, un objet de regard et cetera ou d'appropriation, alors surtout masculine, à travers notamment des séries de romans d'un autre auteur japonais qui s'appelle Yamada Einui et que je ne connais pas du tout et que je ne connaissais pas, que je ne connais toujours pas parce que j'ai pas eu là vraiment le temps de m'y pencher. Mais donc, je trouvais ça, enfin, j'étais content d'avoir ces informations-là parce que ça permettait ouais, d'affiner un petit peu, ce que j'avais pu ressentir à la lecture et de m'assurer effectivement que je comprenais bien possiblement là où elle voulait en venir sur certaines choses. Et donc savoir qu'il y a quand même ça en sous-texte, même si c'est pas forcément militant, c'est pas forcément des messages spécifiques, même si c'est pas forcément, très précis, très sensible, pour, je sais pas, tel ou tel personnage. Mais savoir que c'est un peu ça imprègne un petit peu, en tout cas, son travail ou du moins, sa réflexion globale, que ça puisse ressortir dans son travail. Je trouve ça assez chouette parce que justement, voilà, c'est pas comme tu disais, il y a pas de volonté d'imposer des trucs un peu trop précis, mais ça amène à se questionner en tout cas, même si c'est des situations un peu nazes ou un peu pas top d'un point de vue moral, de questionner ça sans que ce soit, trop trash, sans que ce soit trop cru, sans que ce soit mal écrit, sans que ce soit vulgaire, sans que ce soit enfin, je trouve elle a une finesse, vraiment très en étant très, très léger, juste parce que ça te permet de te questionner, sur des situations parfois qui sont un peu improbables ou parfois décrites en peu de choses et ça, je trouvais ça très bien chez elle. Je sais pas si elle le fait à chaque fois, mais j'ai l'impression que ça traverse un petit peu tout son travail. Faut pas que ce soit redondant non plus, mais il semblerait que c'est ce qui fasse un peu son succès aussi. Mmh. Ouais, moi franchement, je suis curieuse. En plus, franchement, c'est des tout petits bouquins. Je suis Ouais. curieuse d'en lire un autre d'elle pour voir justement si c'est Bah, son sujet, si c'est son, ouais, en tant qu'autrice, bah, c'est son leitmotiv ou si c'était juste le sujet de son premier bouquin. elle en a sorti en 2025, je crus comprendre là, mais qui a pas encore été traduit. Et Ouais. je crois que alors mon souvenir est très vague, malheureusement ça je l'avais pas noté, je sais pas pourquoi. Mais je crois qu'il y a eu un de ses romans en tout cas, et c'est un des récents, où justement une question sur la fécondité au Japon et la natalité et tout, et c'est un truc un peu dystopique, c'est un peu donc ça avait l'air un peu différent parce que tu vois, ça avait l'air d'être, un truc là plus un peu presque science-fictionnel et ça avait l'air assez intéressant et ça avait l'air un peu barré et je crois que tout ce qu'elle fait est un peu barré, mais avec apparemment des styles assez différents ou des thématiques assez différentes, enfin comment dire? Qui invoquent peut-être des réflexions un peu, comme tu disais, qui sont très générales et qui sont, vraiment, liées à l'existence et tout ça. Mais, apparemment elle est assez fan pour toucher des choses assez différentes, en retrouvant des invariants d'écriture et de réflexion, mais, vraisemblablement, ouais, elle s'ennuie pas, en tout cas Ouais. et ses lecteurs non plus, Mm. donc je suis vraiment curieux un petit peu d'en lire un peu plus aussi. Le bouquin que j'ai mis sur sur la scène OBS et que potentiellement certaines personnes pourraient réussir à voir, c'est, je lis le résumé. Donc c'est Natsuki n'est pas une fille comme les autres. Son meilleur ami est un hérisson en peluche qui l'assomme de sauver les terriens. Et elle passe tous ses étés à la montagne avec son cousin Yu, espérant qu'un vaisseau spatial la ramène d'où elle vient vraiment.
Quand un événement menace de séparer les cousins pour toujours, ils se font une promesse: survivre, quoi qu'il arrive. Des années plus tard, Natsuki est mariée et semble mener une vie normale. Mais les ombres de son enfance refont surface et la jeune femme se réfugie chez Yu. Parviendront-ils à tenir leurs promesses? Pour cela, ils devront se reconnecter à leur âme d'enfant et s'engager dans une aventure extraordinaire. Je pense que c'est ce qu'on a un peu ressenti sur la fille de la supérette. À mon avis, c'est dans tous ces romans. En tout cas, dans l'autre roman Mmh. que j'ai mis sur la scène, je pense que c'est un peu ce rapport à la normalité, euh, sans non plus Mmh. être un bouquin militant de quoi que ce soit, juste un bouquin différent. Bon, je le vois comme ça. En tout cas, ça me dit Non, non, bien. Le titre en français, c'est Les Terriens. je pense qu'il faut le voir comme ça, hein. Et puis peut-être que tu peux pas en aimer un parce que vraiment ça passe pas ou c'est pas au moment, et en fait un autre peut vraiment très bien fonctionner. Et je trouve ça assez, bah, enfin, moi je suis assez marqué quand par ce genre d'écriture où effectivement tu arrives quand même à ressortir des trucs un peu improbables à chaque fois. Et enfin, dans un style beaucoup plus violent, et cetera. Mais bah, pour le coup, Murakami Ryu, pas Haruki, hein, Ryu, Oui, est un peu, enfin moi je l'ai beaucoup aimé quand je l'ai découvert parce qu'effectivement les thématiques ressortent à chaque fois un petit peu similaires, et cetera. Et il y a quand même encore une fois des invariants. Mais il crée des romans avec des narrations qui n'ont rien à voir. Et il y a des trucs un peu science-fictionnels et des trucs vraiment. Il a écrit des romans un peu policiers, un peu thriller, des romans vraiment de tranches de vie, de trucs adolescents. Enfin, il y a une trilogie vraiment en gros, sur le sexe et la mort. Et c'est des personnages c'est presque une espèce d'immense épopée entre des personnages qui sont à différents points du monde. Enfin, et je trouve ça assez impressionnant, des auteurs qui arrivent à faire ça. On est content de retrouver leurs pattes, mais bah, on se retrouve parfois dans des situations qui n'ont rien à voir d'un roman à l'autre, quoi. Et c'est pas toujours le cas, hein. J'ai même l'impression que parfois c'est assez rare. oui, c'est assez Pour pas que ce soit rare. redondant. Ouais, ouais, complètement. Moi, ça m'a fait penser, c'est différent, hein. Ça m'a fait penser à un bouquin. Le point de vue est différent, le sujet est pour le coup un peu plus militant, on va dire. C'est S'adapter de Clara Dupont-Mono. Euh, J'ai jamais lu Clara Dupont-Mono, mais je sais qu'elle en a écrit pas mal et qu'a priori elle écrit pas trop mal, mais j'ai jamais eu la curiosité ou j'ai jamais pris le temps en tout cas de le faire. Je l'ai, et franchement, je veux bien le prêter. En fait, c'est l'histoire d'une famille. Déjà, c'est du point de vue des pierres du jardin de la famille. Donc déjà, il y a ce côté un peu distancié vis-à-vis des humains. Et c'est l'histoire d'une famille qui a parmi les enfants un enfant qui est polyhandicapé. Et en fait, on voit l'évolution des différents personnages dans leur rôle, grand frère, grande sœur, etc. Et d'ailleurs, à la fin, on se dit que s'adapter, c'est pas l'enfant différent qui doit s'adapter à lui, mais les gens qui sont dans la norme qui doivent s'adapter à la présence de cet enfant-là. C'est un petit peu ce renversement-là que pose aussi la fille de la supérette où on voit tout le monde lui Mm. dit faut guérir, faut ci, faut ça. Et ce côté, on est dans une. En fait, ça questionne du point de vue de la norme notre incapacité à nous adapter à ce qu'on a défini comme hors norme. Et c'est là où moi ça m'a fait penser à ce bouquin-là. Euh, Mm, ouais, tout à fait. Ouais, je comprends bien, ouais. voilà, ce côté un peu, on renvoie à l'autre en fait les injonctions qu'on lui donne en fait quand on lui dit guéris guéris mais en fait personne ne lui a jamais dit t'es malade de ça, personne ne lui a jamais dit, elle le dit bien quand elle arrive dans le combini, c'est la première fois qu'on lui dit en fait pour être dans la norme qu'est-ce qu'il faut faire concrètement, il faut dire bonjour, il Mhm, faut se tenir comme ça, tu sais elle le dit, c'est la première fois qu'on me donne des outils pour correspondre ouais. à ce qu'on me demande d'être, donc voilà. Mhm. C'est pour ça que ça m'a fait un peu penser à ce bouquin-là. Même si le sujet en Et lui-même est différent. Mais franchement, je le oui, bien sûr. conseille. C'est adapté de Dupont-Mono. C'est un bouquin qui est court. C'est pas du tout le même point de vue, la même situation sociale, la même société, tout simplement. Mais franchement, je le conseille et j'ai eu la chance. Cette autrice de la croisée en formation, elle m'a été très sympathique, personnellement. Donc voilà.
Moi, auquel cas, pour, peut-être ouvrir la discussion, parce que j'avais un peu étudié ça, enfin, un peu par hasard, j'avais eu l'occasion de découvrir ce concept qui est typiquement japonais, enfin, lié à la psychologie, l'histoire de la psychologie japonaise. Et effectivement, bah, après, j'ai pu être amené à utiliser ce concept pour un papier de recherche notamment. Donc, je m'étais un peu replongé dedans, et ça remonte à quelques temps, donc c'est un peu vague. Mais si ça vous intéresse, peut-être pour enfin, pour mieux comprendre certains aspects, en tout cas, par la psychologie, qui sont peut-être maintenant remis un peu en question, mais bon, apparemment, c'est encore, comment dire, encore utilisé, encore un peu respecté comme concept, en tout cas, pour parler de psychologie au Japon. C'est notamment à travers un ouvrage, je vous conseille d'aller voir un auteur qui s'appelle Kimura Bin. Et en fait, il a mis en avant notamment un concept qui s'appelle en japonais Aida. Et en fait, l'Aïda, je vais essayer de le résumer très rapidement. Grosso modo, c'est pas vraiment un espace, mais en fait, euh, c'est l'idée d'espace et de temps entre, on va dire, deux entités qui peuvent être deux personnes, ou ça peut être une personne et la société. Enfin, c'est pour montrer en fait le fait qu'il y ait toujours, quoi qu'il arrive, de la distance et en même temps du lien entre eux. Il y a une espèce d'interstice entre chaque être vivant et entre le groupe et l'individu et tout. Et en fait, enfin bon, voilà, je vous dis ça en trois mots et de manière extrêmement bordélique, mais je trouvais ça assez intéressant dans ce roman-là parce qu'il y a toujours cet aspect-là de elle face au monde, elle face à un interlocuteur, elle face à tel type d'interlocuteur, le fait que chacun, quoi qu'il arrive, ne parle, genre au combini, parle de manière, entre collègues, de manière un peu débile, pas forcément de vraiment, et qu'il y a toujours une distance et une rupture et une limite, mais en même temps, chacun déborde un peu sur les autres en changeant sa façon de parler à mesure qu'il traîne avec certaines personnes ou changer sa façon de s'habiller. Et elle, en fait, on a l'impression qu'elle voit assez bien les fils un peu de cette Aïda, qui est cette espèce donc d'interstice, d'espace-temps entre les gens et entre les choses, où elle voit tout de suite que telle personne genre s'habille de telle façon ou parle de telle façon et qu'elle-même ça a changé, là où les autres ne le voient pas en fait et n'en ont pas conscience, et possiblement bah s'ils en avaient conscience, peut-être que je sais pas, ils iraient mieux ou ils évolueraient mieux ou ils auraient plus conscience d'eux-mêmes. Et donc je trouve ça assez intéressant en tout cas, donc enfin ça m'a fait penser en tout cas à ce concept-là qui est très présent dans la psychologie japonaise apparemment encore aujourd'hui, et qui peut-être traverse l'écriture sans que ce soit forcément très très pensé Mm. par l'autrice. Et en tout cas, c'est une lecture qui est abordable même pour des gens qui ne lisent pas spécialement de psychologie, puisque ce qui est mon cas par exemple, ça va, j'ai pu quand même à peu près m'y retrouver en ayant aussi parfois des œuvres critiques sur ce concept-là et d'autres concepts de psychologie japonaise. Et enfin, je pense que ça peut permettre, en tout cas, ça m'a permis effectivement de mieux comprendre le personnage et possiblement les interactions entre les personnages et ce que voulait dire l'autrice dans un contexte japonais en tout cas, de positionnement par rapport aux autres et par rapport à la norme et par rapport au groupe et par rapport aux attentes aussi liées à tout ça. Et je trouvais qu'elle le mettait donc très bien en scène. Voilà, c'était juste pour faire mon petit cuistre en vous donnant un petit mot un peu technique et vous ouvrir vers d'autres lectures si ça vous dit, sachant que donc il y a des choses traduites en français aussi, si vous vous intéressez à la psychologie ou si vous voulez vous intéresser à la société japonaise par ce biais-là en tout cas. C'est des choses qui sont abordables et qui sont vraiment très intéressantes parce que c'est très très éloigné de ce qu'on peut nous avoir lu ou ce qu'on peut connaître globalement d'un imaginaire, en tout cas de la psychologie ou même de la psychanalyse en l'occurrence, parce que ça servait aussi la psychanalyse en Europe et surtout en France d'ailleurs. Mm. Du coup, si on essaie de conclure, toi, tu recommanderais Albatanor, les lectures? Ouais, et je pense que même si on n'aime pas et on n'entre pas dedans, je pense que ça reste une lecture déjà qui prend pas beaucoup de temps, une lecture intéressante même pour se dire ça me plaît pas, j'ai besoin de plus de personnages, je sais pas, plus Attachant. de romans, voilà, plus de romans plus européens peut-être, mais je trouve que même pour même si on n'aime pas trop, on peut y trouver un intérêt à le lire, à se dire tiens, j'aime pas pour telle raison, et donc je trouve ça plutôt bien pour ça en fait. Donc vraiment, et je recommande. Et sachant que moi je l'ai dit, mais si vous aimez des romans où justement on essaie de bien décrire par les sensations, par les sens, les lieux, etc.
L'autrice est très, très douée pour ça et notamment, elle est très, très douée notamment pour, le tout ce qui est, autour de l'ouïe et du son. Ça fait longtemps que j'avais pas lu un roman où tu as autant alors c'est parce que les Combini et le Japon, c'est quand même le pays du jingle et il y en a partout et tous, les sons sont très importants globalement dans l'espace japonais. Mais, c'est très, très présent et en fait, rien que pour ça, même, juste pour voir un style d'écriture un peu différent, je pense qu'il peut être intéressant à aborder. Moi aussi, je recommanderais, et pareil, pas en mode vous allez forcément l'aimer, mais en mode déjà, en fait, c'est bien d'avoir un narrateur bah, qui potentiellement est atteint de troubles mentaux et qui est pas non plus dans le combat de ces troubles, mais juste bah, comment je trouve ma place en fait. Moi, je trouve ça intéressant. Après, je peux Ouais, comprendre, c'est bien. ouais, je peux comprendre la critique qui pourrait être faite sur l'autre personnage, donc Shira, qui arrive et qui est clairement un stalker, hein, et qu'il n'y a pas clairement dit c'est pas bien dans le, dans le bouquin, mais en fait justement ça peut expliquer aussi pourquoi autour de nous tout le monde n'a pas des réactions qui correspondent à nos attentes quand il y a des histoires de, bah, d'agression ou de violence. Exactement et Voilà, que hein. en plus, ça laisse entendre que ça peut être n'importe quel mec, en fait et même votre caissier, en réalité et que malheureusement, ça fait partie du quotidien aussi, en fait et que les femmes doivent dealer avec. Oui, Moi, je l'ai vraiment pris comme ça, en fait oui, et qu'elle, en fait, elle a la malice de trouver possiblement un moyen détourné de gérer ça d'une manière ou d'une autre et de le tourner à son avantage. Bon, elle essaye en tout cas. difficilement, Ouais. mais elle essaye, elle se dit: «Bah, pourquoi pas, en fait?» Enfin, de toute façon, genre, il est là, heu, pourquoi pas? Je vais tenter ma chance et donc en fait, ça montre qu'elle est beaucoup plus maligne que certains ou certaines possiblement en réalité, même si ça marche pas, tu vois? Bah, en tout cas, elle, pour elle, lui est pas plus problématique que n'importe qui d'autre, en fait. Oui, parce Dans qu'en le fait, sens où elle est c'est tous victime de des humains qui vont violences. pas bien, en fait. Oui, et Ouais, voilà, ouais. elle-même, elle est, en fait, elle est sous pression constante, en fait. Donc, Exactement, ouais. elle arrête pas de dire mince, on va découvrir mon masque, etc. Donc, en fait, Mmh. bah ouais, non, c'est, voilà. Je C'est la survie, hein. recommande. Je ne suis pas sûre que ça puisse plaire à tout le monde, mais je pense que ça ouvre une réflexion en tant que lecteur qui est intéressante, vraiment. Donc, perso, je Mmh. recommande. Donc, transition. Ouhou. En fait, j'avais vraiment euh, le choix entre pas mal de choses. Notamment, j'ai réfléchi justement à la question de la santé mentale et des catégorisations. Il y a un bouquin qui me semblait pertinent, mais c'était pas sur le. Il y a un bouquin d'histoire qui parlait de justement quand on crée une catégorie de trouble mental, euh, comment ça peut servir de disqualificat. Oh là là, je me lance dans un mot là. En quoi ça peut disqualifier un groupe social. Et ça, c'était un contexte plus américain avec les luttes pour les droits civiques et la création en même temps de pas mal de pathologies mentales qui vont en fait servir avant tout à reléguer les personnes racisées qui demandent l'égalité civique. Donc, c'était pas non plus ultra dans le thème, c'est juste qu'il y avait cette question-là du trouble mental. Donc, je me suis dit, bon, finalement, je mets de côté. Non, mais Après, c'est un bon angle. ah ben, c'est un bouquin que potentiellement je peux faire un compte rendu dessus dans les Annales Lacus parce que c'est vraiment un bouquin Mmh. qui est très cool. Ensuite, je me suis dit, bah, allons dans l'histoire des supermarchés et de ces lieux ultra standardisés. En géographie, on appelle ça un non-lieu, tellement en fait c'est un lieu qui peut être partout. Géographiquement, voilà. Et qui est ultra standardisé et tout, mais en fait, les combini, ils ont quand même une particularité, c'est pas ce que nous on appellerait une supérette vraiment, parce que c'est beaucoup plus axé, et là, le bâtonneur, tu peux me dire si j'ai pas compris, mais c'est beaucoup plus axé quand même Mmh. nourriture, je sais pas comment dire. Nous, dans une supérette, on y voit quand même un peu de tout, et de ce que j'ai cherché sur les combini, c'est quand même beaucoup plus axé s'acheter rapidement de quoi manger. Euh, Alors, tu as plusieurs cas de figure, mais globalement, les combini, effectivement, c'est plutôt enfin, par exemple, genre vraiment au Japon en tout cas, parce que parfois, genre en Corée notamment, tu as c'est encore un peu différent cette culture-là, on va dire. Pour certains combini, enfin, je sais même plus comment on appelle ça, en angle, mais
Au Japon, généralement, c'est effectivement, tu en as partout, vraiment à tous les coins de rue. Tu as, donc plusieurs chaînes et généralement, tu vas juste y prendre ce dont tu as besoin, notamment s'il te manque un truc et tu peux vraiment prendre effectivement, sur le pouce de quoi, déjeuner ou dîner et c'est pour ça que, par exemple, elle l'explique très bien dans le roman notamment, c'est que, tu as des rushs un peu particuliers à chaque fois parce que, à partir d'une certaine heure, pas tous les jours et pas tous, mais la plupart vont, tu vas avoir des petits employés qui vont mettre des étiquettes sur absolument tout ce qui est frais pour dire: «Ça sera moins cher là à partir de maintenant parce que ça date d'aujourd'hui ou d'hier» et qu'après sinon ça doit effectivement, bah, partir à la poubelle. Et donc l'intérêt, c'est qu'effectivement, bon, bah, ça c'est pas censé coûter cher et c'est censé être sur le pouce et c'est vraiment de l'alimentaire, mais tu as aussi des trucs de première nécessité, on va dire. Tu as aussi un peu d'électronique et tu as certains combini, tu as quand même des petits espaces où tu peux manger en fait sur place. Tu manges pour le pouce, mais tu peux manger aussi. Mais tu as aussi des photocopieurs, tu aussi dans chaque combini, tu as des machines à tirer de l'argent. Donc tu vois, tu as quand même une société même qui est de passage, mais qui est quand même assez riche, enfin qui peut être assez riche avec des gens très très différents, que ce soit des touristes, que ce soit des étudiants, que ce soit des salariés, que ce soit genre une mère de famille il lui manque des œufs, tu vois, j'en sais rien. Donc c'est quand même une espèce de petit microcosme un peu particulier en termes d'espace et en termes de temps, qui est très différent effectivement de la culture des supermarchés et même des supérettes, et même je dirais enfin, je sais pas, enfin, je veux dire des petites épiceries qu'on pourrait avoir Mmh, dans des villes européennes par exemple, enfin rien qu'à Paris, tu vois. oui. C'est un peu, c'est encore, sachant que c'est pas les mêmes prix par exemple pour les épiceries, mais là en plus c'est donc ouvert tout le temps. Donc ouais, c'est un peu, t'as des gens qui traînent devant parce que parfois tu peux y fumer un peu devant, mais pas vraiment. Donc tu as un peu de sociabilité aussi qui se fait à ce niveau-là. Tu peux aussi acheter des clopes, d'ailleurs j'ai oublié, mais c'est hyper important, tu peux acheter des clopes en combini. Mais aussi tu peux acheter par exemple, en même temps genre au Japon, enfin dans les ce qui s'appelle des pharmacies, tu peux acheter de l'alcool, donc c'est un peu particulier Ah aussi. oui, j'avoue. Mais j'ai acheté de l'alcool dans une pharmacie il y a à peine 3 heures. Donc, et pourtant t'as pas le droit de boire dans la rue, donc tu vois, enfin, c'est un peu particulier pour ça. Et donc effectivement, ces petits espaces un peu donc de boutique, de bouche slash pas que de bouche, font que oui c'est très différent et mais ça reste très riche et ça peut être de passage mais pas que. Tu vois, c'est un peu particulier. C'est ça, donc j'ai fini par me dire: «Ouais, c'est pas tout à fait ça non plus, donc je vais pas faire un point là-dessus» et du coup, je me suis, accrochée au personnage de Shiraha et Ah, voilà. charmant, Voilà, voilà. Bah, super, parce un qu'en plus, excellent moment même. je me doutais que notre compte rendu allait, quand même s'attarder davantage sur, la narratrice, et donc voilà, avec, Shiraha, je suis partie sur, bah, les violences, bah, faites aux femmes clairement, en sachant que quand même le Japon, même si, il a un soft power hyper important, à l'heure actuelle, il a quand même, c'est un pays qui a quand même une image, où il y a beaucoup de stalkers. D'ailleurs, quand on parle de stalkers, on imagine souvent des situations qui appartiennent, à la société japonaise. C'est aussi très connu pour les chicanes, les attoucheurs dans les, wagons. D'ailleurs, le Japon, c'est le premier pays à avoir mis en place, au nom de la protection des femmes dans les transports, une séparation genrée, des wagons, voire carrément des rames entières de, trains Mmh. et ensuite de tramways et cetera. C'est parti de la ville de Tokyo. La première fois qu'ils ont mis en place ça, c'était en 1912. C'était pour Oh! séparer les étudiantes des étudiants, durant les heures de pointe à la sortie, notamment, des cours. Et ensuite ça s'est, diffusé dans les, tramways, notamment dans certaines villes comme Kobe et ça a été un peu, ensuite abandonné et à partir des années 2000, c'est revenu, assez massivement. Il y a des lignes entières où c'est, il y a des horaires où il y a ces séparations et ces horaires, en fait, c'est quoi? C'est soit parce qu'il y a beaucoup de monde et donc il y a potentiellement beaucoup plus facilement des attouchements, sexuels, soit parce que c'est des horaires tardifs. Et donc là, pour le coup, il y a tellement Mmh. pas beaucoup de monde que les victimes peuvent se retrouver bah, complètement esseulées. Sachant que ce modèle-là s'est diffusé dans d'autres pays,
tels que l'Inde, le Mexique, l'Égypte, le Brésil. Ouais. Il y a eu une tentative en 2016 en Allemagne et ça a été abandonné parce que considéré comme discriminant, etc. Tout ça, je l'ai de ma Bah ouais. source qui est les wagons réservés aux femmes dans les trains dans le site Japan Experience et qui est sorti l'an dernier, en juillet 2024. Et donc voilà, je me suis dit, bon allez, je pars sur le harcèlement sexuel, parce que ça fait partie du harcèlement sexuel, à travers ce personnage de Shira qui est d'une misogynie cliché, et qui a un comportement de harceleur envers certains personnages. Et du coup, je me suis dit, bah, en termes de recherche historique, où est-ce qu'on en est sur le harcèlement sexuel comme objet d'histoire? Et on en est à pas grand-chose, mais il existe quand même des choses. Donc je fais une petite transition, je mets le bouquin qui m'a paru le plus intéressant. Euh, alors, ce bouquin-là, il sort dans le cadre d'un colloque qui lui-même a été mené dans le cadre d'un projet qui s'appelle Projet Avisa, qui date du début des années 2020. Avisa étant en fait un personnage dans un poème anglais de 1594, un personnage qui est une femme et qui réussit à repousser plusieurs assauts de prétendants et qui incarne une victoire sur le harcèlement sexuel à une époque où le harcèlement sexuel n'est pas un concept opérant, mais où il existe tout de même. Et donc en fait, Avisa, ça va être une plateforme en français et en anglais qui présente les résultats d'une recherche collective et transdisciplinaire sur le harcèlement sexuel dans le cadre d'une histoire des représentations. Déjà, c'est transdisciplinaire, donc c'est hyper intéressant. Par contre, comme ça fait partie des premières recherches historiques que nous, on a en Europe là-dessus, bah, bien évidemment, le champ de recherche, c'est l'Occident. Et d'un point de vue époque historique, ça part du Moyen Âge et ça arrive à l'époque contemporaine, justement avec l'idée de on va aller à l'encontre du cliché, c'est les luttes féministes qui ont inventé ce concept. Avant, il n'y avait pas de harcèlement. C'est comme un peu, il n'y a pas de culture du viol dans une société où il n'y a pas de culture du consentement, tu vois. Donc, ils Oui, enfin, c'est essayent de... limite, il y a pas de culture du viol parce qu'il y aurait pas de viol, tu vois? Voilà, c'est ça. Donc, Genre, pardon? voilà, ils essayent d'historiciser le harcèlement sexuel en remontant jusqu'au Moyen Âge pour quand même montrer que c'est pas parce que la catégorie juridique harcèlement sexuel n'existait pas que le harcèlement sexuel comme relation Mmh. sociale n'existait pas. Juste au passage, le harcèlement sexuel, sa définition juridique en France, elle date de 1992. Avant, ça n'existe pas dans la loi. Mmh, donc ça Voilà. c'est pas censé exister, quoi. C'est ça le problème. Bah, voilà. Oui, voilà, Heu, on s'entend, quoi. voilà et du coup, en tant que, recherche historique, en tant que phénomène historique, le harcèlement sexuel va être étudié par ce projet d'abord à travers les mots. Donc, dans quelle, occurrence ancienne on va avoir, une situation qu'aujourd'hui on qualifierait de harcèlement sexuel. Et pas dans sa définition juridique, vu qu'avant 1992, elle n'existe pas. Et donc la définition que ce projet a du harcèlement sexuel, c'est le fait d'incommoder quelqu'un en imposant des contacts physiques non désirés, constituant une agression, et en faisant des avances sexuelles non désirées. Et en fait, donc ça va prendre en compte toutes les microagressions, et surtout, ce qui est intéressant, c'est euh, un rapport social qui met, enfin qui impose à la victime sa propre vulnérabilité. Donc c'est quand l'agresseur a dans son objectif de faire prendre conscience à la victime qu'elle est vulnérable. Donc il ne va pas y avoir non Mmh. plus d'énormes débats sur jusqu'où ça a été sexuel comme agression. Ça peut être, voilà, typiquement du stalkage. Oui, Euh, parce que c'est une forme de réduction du sujet qui est victime, en fait. voilà, c'est ça. Une forme de voilà, ouais. Voilà, et donc il va y avoir notamment dans ce champ de recherche-là tout ce qui est emprise mentale. Ouais, ouais. Et du coup, tout ce qui est, bah, on peut pas euh, faire un procès d'intention à la victime en mode est-ce qu'elle était consentante ou pas, machin, parce que bah, il y a emprise mentale. Et donc le consentement est pas, enfin, pour beaucoup de victimes, le consentement n'est même pas possible.
Voilà, et Oui, ça, voilà, il y a pas de question, enfin, il y a pas de moment de réflexion potentiel, quoi. c'est C'est juste pas ça. possible, ouais. Et du coup, ça permet à certaines participations au colloque de travailler d'un point de vue historique sur le soupçon de fausse résistance féminine à l'agresseur sexuel. Et donc ça, c'est hyper intéressant, même si l'objet du colloque, c'est le harcèlement sexuel et pas le viol. Mais en fait, il y a plein de Oui, points communs, bien bien sûr. évidemment. Et donc, dans ce bouquin, les objectifs sont reconstituer le lexique du harcèlement sexuel, retrouver les victimes passées de ce marqueur de domination masculine et les rendre visibles en interrogeant notamment la relation de pouvoir entre auteur et victime à partir des catégories sociales féminines. En sachant que les catégories sociales féminines, à ce moment-là, ça va être vierge, épouse, veuve, nonne, célibataire. Et enfin, une histoire des Oui, représentations des c'est violences. toujours avoir un statut pour, décrire les personnes, quoi. C'est C'est ça. surtout ça, en fait. C'est ça. Et donc, OK. bien évidemment que la célibataire victime de harcèlement sexuel, ça passe Elle est co mieux que elle l'épouse. est contente, Voilà. Et évidemment. sachant que, bon, alors là, c'est moi qui le dis, hein, mais de ce que je sais de mon propre champ de recherche, en fait, quand une épouse est victime notamment de viol, ça, j'ai eu des sources là-dessus, au XVIe siècle, quand elle est victime de viol, c'est l'honneur du mari qui est bafoué. Et le mari doit réagir face à ce déshonneur-là, mais c'est pas du tout une question de l'honneur de la femme, de son intégrité, de sa dignité, etc. C'est juste, en tant qu'épouse, elle fait l'interface, en fait. C'est le mari qu'on touche. Donc voilà. Et donc c'est Sachant une... que c'est déjà l'idée d'honneur est un peu particulière, quoi. C'est déjà une construction Ah bah oui. un peu folle quand même, mais donc je vois très bien, ouais, où ils veulent en venir, ouais. Ah oui, 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 complètement. Et enfin, d'ailleurs, au Moyen Âge, il y a pas mal d'histoires, même dans les romans, tout ce qui est légende arthurienne et tout, où, aujourd'hui, on raconte les choses un peu en mode, ils sont tombés amoureux, ils sont partis et tout, mais en fait, la prise d'otage d'une victime femme, notamment d'une noble, par des gens qui ont un statut social inférieur, en fait, c'était une stratégie et c'était une violence sexuelle. En fait, c'est pour pousser soit à une négociation avec le clan de cette femme, soit à un mariage forcé, en fait. Hein. Donc, dans les représentations littéraires, on a pas mal d'histoires d'amour un peu oh là là, elle s'enfuit avec son amoureux et tout. En fait, c'est un kidnapping, quoi. Et voilà. Donc, voilà. Mais c'est pas un joli mot, kidnapping, c'est pas Non, très c'est moche. littéraire. Et donc, c'est une histoire des représentations des violences sexuelles, notamment par l'étude des mots, des auteurs et des représentations surtout artistiques. Voilà pour mon petit point. Donc, l'histoire du harcèlement sexuel, c'est très embryonnaire. Euh, de ce qui est recommandé de mes petites recherches, c'est ce bouquin-là, mais c'est un bouquin de colloque. Hein, donc, chaque participation a un sujet très précis et parfois un peu on passe on passe d'un exemple très précis à un autre sans avoir du lien entre. C'est un peu particulier comme lecture pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de lire des actes de colloque. C'est pas non plus un bouquin qui fait une synthèse. C'est un bouquin qui présente plusieurs recherches sur ce sujet-là, mais les recherches entre elles, elles peuvent être éloignées géographiquement, par période historique, ce genre de choses. Voilà. Et bah, Euh, ça a l'air bien cool, enfin bien déprimant, mais bien cool aussi. Ouais, en tout cas, si jamais vous avez envie de faire des recherches et Mmh, de faire des masters ou des thèses, c'est un sujet oui. dont il faudrait se saisir si vous en avez l'énergie. Je passe Ah, à... pardon, vas-y, vas-y. bah, si tu non, je disais Maman Tam, qui donne, des inspirations de carrière, et du fuel pour, avancer aux petits jeunes qui pourraient nous écouter. Oui, c'est C'est ça. mignon. C'est ça, je l'ai déjà fait dans les annales lacustres. Oui, j'ai vu, oui, ça Mais non, fait mais rire, c'est c'est la deuxième fois. C'est à la tout, deuxième fois, Tam, en l'occurrence, donc c'est drôle. pardon, mais à toute personne qui a de l'énergie encore et qui aime les archives, parce que c'est cool les archives, n'hésitez pas. Je passe à la prochaine lecture. Alors déjà, ça sera le lundi 21 juillet à 19h30, donc on revient à notre jour habituel et à notre horaire habituel parce que
Albatanor sera de retour dans notre fuseau horaire, n'est-ce pas? Ouais, on est ravis. Oh, allez, t'as hâte. Non, je rigole. Mhm, Euh, ouais, ouais, revenir à la rédaction de la thèse, super. voilà, voilà. Et bien, tu auras une petite pause littéraire. Ouais. Et donc, je vous repropose. Donc là, malheureusement, avec tous les bugs, c'est assez biaisé. Je sais même pas si Edjog est encore parmi nous. Donc, je pense qu'on va choisir tous les deux. Je sais, je connais le vote de Méridienne du Jardin. Et j'avoue que je risque d'avoir le même vote. J'ai remis les mêmes bouquins que la dernière fois qui n'ont pas été choisis. Et j'ai ajouté un bouquin qui est de la poésie, parce qu'on n'a pas encore fait de la poésie. Donc ça, c'était une poésie, Albatanor, que toi, tu avais proposée, d'un auteur arabe, et qui est donc traduit en français, et qui pose notamment cette question-là de la traduction. Donc il y a tout ça en proposition. Est-ce que toi, Albatanor, tu as une envie Alors, particulière? je n'ai pas la visibilité sur Twitch, donc je sais Ah, plus exactement. alors Il je y vais te avait, dire. il y avait l'étrangère aux yeux bleus, il y avait, si je dis pas de Donc bêtises, l'étrangère aux yeux bleus, histoire d'une domestication. La BD, même si on voilà, en a fait une il n'y a pas longtemps, je l'ai laissée. Donc ouais, alors avec mon anglais parfait, The Savage Shores, voilà, très moche. oui, voilà, Les c'est la BD enfants dont je me souvenais de plus. Sainte Marguerite, où il y a un peu d'humour. Et donc la Ouais. poésie, c'est Enfiler la chemise de l'aïeul. Et moi, Ah oui, oui, c'est un auteur, je sais plus, marocain, non, marocain, non, je sais plus. je peux pas dire. Je sais plus Je, quel je pays peux te le c'est, dire, mais pas de suite, il faut que tu attendes c'est 10 pas grave. secondes. Mais moi, je serais pas Tac. contre un peu de poésie, parce que c'est, je sais pas, c'est l'été, on sera peut-être pas léger non plus, hein, vu ce que je Algérien. connais de l'auteur après. Ah, c'est un Algérien, pardon. Euh, mais euh, mais un peu de poésie, moi, je serais pas contre pour changer. Ouais. Moi, j'avoue que Enfin, je me vois plus j'aurais. lire de la poésie en août. Bah, écoute, lisons de la Dans le poésie en sens août, où, Sam. en août, je sais que je Je, vais je, avoir mal je, partout à cause de je, la vais- je, chaleur. je vais, je vais pas questionner cette petite coquetterie, peut-être, personnelle. Y a pas de mal, d'accord. Mais j'avoue que j'ai quand même envie. Enfin, moi, perso, j'ai envie de lire Les Enfants de Sainte-Marguerite parce que j'ai envie d'un truc un peu plus léger. Et apparemment, en fait, Méridienne Dujardin, elle l'a déjà lu. Parce que quand on l'avait proposé, elle s'était dit, ah bah, au pire des cas, je prends de l'avance, mais ça me dit vraiment. Et elle m'a dit que elle avait souri, voire de temps en temps rigolé un peu. Et du coup, je suis assez curieuse parce qu'on sort quand même de plusieurs bouquins pas très légers, quoi. Je sais pas. Effectivement, avoir un peu de légèreté peut être plutôt une bonne idée. Puis c'est l'été, tout ça, on a besoin de se Voilà, reposer un peu. Je vois tout ce qui se passe dans le reste du monde, malgré tout. voilà. Donc voilà, je dépense d'autant plus d'argent en me disant que c'est peut-être les derniers moments où on peut le faire. Donc oui, un peu de légèreté, ça peut être sympa. Et du coup, à ce moment-là, bon, on pourra reproposer la prochaine fois, mais on sait que nous deux, on vote pour le prochain, on vote la poésie. Je trouve que c'est bien Ouais. en août. Oui, puis enfin, c'est juste que je serais content d'avoir un peu de poésie. Enfin, changer de format, changer Ouais, voilà, ça fera de du style en bien. tout cas. Ça fera du bien de changer de format. Je pense que pour beaucoup de gens, il y a une question aussi de congé et la poésie, ça se lit de manière un peu différente. Donc je pense que ça peut convenir Mm. à plus de monde en août. Et puis Euh, il y a moins de gens qui lisent de la poésie globalement. C'est peut-être amené à voilà. en faire lire. Donc bon, moi je pense que la poésie, c'est mieux en août. Mais c'est très... je n'en sais rien. Et bon, C'est un préjugé. disons cela. Alors, ok, parfait. Donc pour le 21 juillet, on part sur les enfants de Sainte Marguerite. Sainte-Marguerite. Voilà. Et donc je le redis parce que je ne sais pas au montage comment je vais faire. Du coup, n'hésitez pas si jamais vous êtes intéressé pour l'arpentage littéraire de me mettre même en DM, de me mettre un titre qui vous intéresserait ou de me dire juste que vous êtes intéressé. Et si vous n'avez pas de titre préférentiel, c'est pas grave, j'en ai déjà deux à proposer. Si vous avez vraiment des moments, si vous savez qu'en septembre, il y a vraiment des jours où c'est mort, vous ne pourrez pas en être, dites-le moi, comme ça j'essaye de caler au mieux. Sachant que moi, en septembre, je ne sais pas du tout à quoi va ressembler mon quotidien, mais j'essayerai de caler au mieux parce que je pense que l'idéal, ce soit qu'on soit 4 ou 5.
peut-être pas plus, pour que tout le monde ait un même temps d'échange, que je puisse gérer d'un point de vue technique et en espérant que là, tous nos bugs actuels soient vraiment temporaires, juste pour cette fois. Mais voilà, donc n'hésitez pas à utiliser les DM. Et du coup, juste pour vous informer, j'ai fait un nouveau fond, enfin une nouvelle scène de fin, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont là régulièrement et que je comptais remercier. Et pareil, je trouve que c'est sympa si on essaye de devenir une petite communauté, que tout le monde ait sa place. Et donc j'ai fait un fond, je le montre, plutôt que d'en parler avant de le montrer, non, je le montre. Donc nous avons notre axolote à nous qui vous remercie et j'ai mis à côté de tous les pseudos un animal fétiche, sachant que j'ai demandé à Reine Guérande en DM si elle avait un animal particulier. J'ai pas eu de réponse, donc j'ai pris une méduse, ne me demandez pas pourquoi, mais je la trouve très jolie. Si jamais elle Mmh. veut que je change, Une méduse, c'est trop cool. Tout le en- monde devrait aimer les méduses. je suis complètement d'accord. Mais bon, peut-être que ce n'est pas son Oui. cas, donc elle n'hésite pas à me le Mais dire. il y a pas de harcèlement sexuel chez les méduses, il y a pas d'armatomie chez les méduses, enfin genre tout va bien chez les méduses. Et voilà, et donc j'ai mis un petit merci pour Laura aussi, pour Chloé qui était avec nous aujourd'hui, et c'est très sympa C'est trop d'avoir essayé de mignon. résister à la technologie. Hedgehog qui est là depuis le début et à qui on souhaite d'avoir du plaisir dans la lecture, et je suis sûre que cette année ça va être Mmh. possible. Grâce à Méridienne nous. qui est... Ouais, grâce à nous, surtout grâce à nous. Méridienne qui est aussi une tortue, mais elle, c'est une tortue aquatique, alors que Chloé, c'est une tortue terrestre. Est-ce que tu captes que dans les gens qui daignent nous écouter, il y a deux tortues? C'est de la folie quand même. Donc voilà, et je ne nous ai pas mis... Oh purée, le français. Je ne sais pas si c'est français, mais ni toi, Alvatanor, ni moi n'apparaissons, parce que là, je me suis dit, ce qui serait chouette, c'est que les personnes qui soient là régulièrement, on leur fasse un petit coucou de fin. Donc pas nous, quoi. Ah mais moi je suis avec au contraire, avec grand plaisir évidemment. Voilà, donc tu regarderas quand ça débuggera et tout. Je peux bien évidemment changer, donc si jamais Renguerand me répond, ou si jamais toi tu as des contacts sur les réseaux sociaux, n'hésite pas à lui demander. Si jamais elle veut autre chose, si jamais elle s'en fiche, ou qu'elle approuve, Mmh. je laisse la méduse qui est très stylée. Voilà. Ben écoutez, merci d'avoir été là. Merci pour ceux qui nous écouteront sur YouTube